J'ai pris ma petite boîte à histoire. J'appelle ça ma petite boîte à histoire quand j'ai ce micro parce que ça me permet d'être mobile et puis surtout d'être à côté du dispositif là que j'ai avec appareil fixe à ma table, les bouquins pour les ateliers d'écriture, comme en ce moment il y a le cycle été, c'est au quotidien. Et c'est une autre façon de parler que je voudrais ici dans ces carnets. Puis bon, il y a des grandes... Ça a l'air de rien, c'est du brave plastoc. C'est chez Brico Dépôt qui vendait ça un peu en solde. Mais j'avais une étagère en cornière qui venait de Leroy Merlin, mais qui a fait 3 ans, mais elle commençait à plier la cornière parce que je mettais trop de poids dessus. Et là, j'ai réorganisé... Là, cette étagère-là, c'est uniquement les livres que j'ai en stock. Les exercices, carnets d'écrivain, description des hommes. Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Ma traduction de Bartleby, ça me permet d'avoir un stock nickel, les Rabelais. Et là, ça, c'est les Lovecraft chez Point. C'est pas moi qui les vends, mais ça me fait plaisir qu'ils y soient aussi. Contourné de Yvan Petit, le DVD. Et un film rien qu'avec des pelleteuses. Et les étagères d'en dessous, là c'est plutôt la papeterie. Et puis là, se dire, vous savez, c'est comme l'histoire que raconte Pérec dans Pensée classique. Jacques Roubaud, il a, rue d'Amsterdam, un lit d'une place, et puis sous le lit, il tient exactement, je crois, 350 livres, quelque chose comme ça. Et que quand il ajoute un livre pour garder sous son lit, eh ben, il est obligé d'en éliminer un autre. Alors moi là, c'est divisé, ça c'est tout ce qui concerne les Rabelais, les trucs réimprimés depuis la BNF, les Lazare Sénéan, les études de Mireille Huchon, François Rigolo. Et Rabelais, donc je l'ai un peu serré comme ça. Et là, j'ai les trucs qui me sont encore à lire, les trucs reçus, les trucs dont j'ai pensé qu'ils pouvaient faire, là, justement, des épisodes de carnet. Et les réserves aussi de livres, là, pour, par exemple, en ce moment, l'idée de travailler sur une éco-poétique, de reprendre un cycle sur les questions d'éco-poétique en septembre. Donc, ce serait ça. Mais là, justement, se dire, si tu veux en rajouter un, eh ben, il faut que tu en enlèves un autre. Et, sinon, ça s'accumulait, ça débordait, ça faisait des écroulements. Ça, c'est mes activités, mais si on est en mode journal, c'est bien d'en parler. Alors là, un truc qui me hante, alors j'ai pas trop le droit d'en parler, ça m'appartient pas. C'est des gens qui certainement sont totalement estimables. On a eu un chouette dialogue via Messenger. C'était une tribune qui est en cours là, d'écriture, mais qui n'est pas parue encore dans la presse, et donc je n'en parle pas. Simplement, il y a une formule qui revenait tout le temps, c'était l'idée d'un label de fabrication humaine. Label fabrication humaine, l'idée de créer un label qui s'appellerait label fabrication humaine, pour tout ce qui concerne, évidemment, depuis qu'on a ces outils intelligence artificielle, avec ce truc très curieux que, à l'initiative de ça, il y avait des gens qui eux-mêmes étaient très impliqués dans les outils numériques. Et moi, j'ai pas voulu me joindre. Alors, la tribune, j'en parle pas. Et on a discuté très, très sereinement. Ils étaient très surpris que je ne veuille pas me joindre. Et pourtant, moi, c'est un blocage, mais alors, total, c'est-à-dire fabrication humaine pour distinguer de ceux qui utilisent des outils dits d'intelligence artificielle. Immédiatement, il y a une espèce de double réflexion, c'est-à-dire ce qui tient à l'outil et ce qui tient à l'intelligence artificielle. La question de l'outil, pour moi, a toujours été là. C'est à quel endroit fabrication humaine se déprend de la question d'outils. Peut-être
prendre de la glaise et fabriquer des maisons en glaise et en paille, on peut avoir une activité humaine pré-outil. Mais là encore, la frontière est extrêmement... il y a tellement d'animaux pour lesquels la question de l'outil est présente. Et ces frontières-là, elles sont, à mesure qu'on avance dans la compréhension de nous-mêmes et des autres, du monde animal, par exemple, cette question se recomplexifie. La question de l'outil au plus primaire, je pense à tout ce travail de Jean-Loïc Le Quellec sur le mythe de la caverne. Qu'est-ce qui pousse les hommes à s'engouffrer dans ces endroits quasiment inaccessibles, et simplement, soit dans le noir, soit avec des flambeaux de résine, s'appliquer des pigments sur la main, et c'est ces pigments qu'on va déposer. Bon, on n'est pas encore dans la question de l'outil, elles sont extrêmement complexes. À quel moment quelque chose devient outil? Lancer un bâton pour assommer un animal dangereux à un peu de distance, c'est pas forcément un outil. Mais fabriquer un propulseur en os qui va permettre de démultiplier l'envoi, à ce moment-là, on a un outil. Ces outils, évidemment, démultiplient aussi leurs conséquences par rapport aux usages dans les rituels. Mais pour ce qui est de l'écriture, fabrication humaine, je pense toujours à cette exposition des années 70 qui était la grande révélation en France de l'écriture mésopotamienne. Et Italo Calvino, qui en faisait un compte-rendu pour la République en Italie, tout d'un coup, ce coup d'éclat, j'allais dire, comme Edgar Poe quand il se met à parler de l'expansion de l'univers par rapport à Botero, donc, qui a fait cet énorme, gigantesque travail sur l'écriture mésopotamienne. Et Calvino, quand ça se dit, mais au moment où on invente de couper en biais le roseau pour avoir la possibilité d'écrire vertical, triangle, oblique, trait, et qu'on fabrique du binaire, oblique, trait, au lieu de dessiner ce qui, dans l'expression, dans l'icône qu'on crée, est en lien avec ce que l'icône symbolise, à ce moment-là, cette abstraction binaire engendre le passage de l'écriture iconique à l'écriture syllabique. Ça, on était chez Botero, mais Calvino, il rajoute un élément, c'est la vitesse qui permet d'élargir le corpus et faire que l'écriture, en devenant prononçable, s'ouvre à des contenus qui sont de transcription rituelle, de transcription de mythes. Alors, encore, c'est-à-dire que cette question de l'outil qui par trait, triangle et vitesse prend son autonomie et son indépendance par rapport au geste de fabrication humaine. C'est-à-dire avoir coupé le roseau de biais, c'est une question qui est depuis l'origine, ensuite, dans l'écriture. Et cette question de l'outil n'a fait que se sophistiquer. La fabrication du rouleau, le passage de la tablette au rouleau. Mais le rouleau, voire par exemple, bizarrement non, mais quelle tendresse à l'égard de notre Pascal Quignard d'avoir débrouillé ça, alors que pour lui, la question du numérique n'était pas du tout là. C'est-à-dire que le rouleau, c'est des feuilles de papyrus coupées, collées à la colle végétale de façon perpendiculaire, 4 épaisseurs, donc là il y a une résistance, et puis ensuite ces feuilles qui sont verticales, puisque c'est des feuilles de papyrus, elles sont collées avec un petit chevauchement les unes à la suite des autres pour fabriquer le rouleau, et là les feuilles sont reliées les unes aux autres par de la colle animale, donc quelle sophistication!
une sophistication supplémentaire quand on les coupe à même hauteur pour que le rouleau soit égal et que les chutes d'en haut et d'en bas deviennent le support au temps romain de l'écriture privée et que l'écriture juridique, parce que par exemple ça définit plein de choses, c'est pour ce qui m'avait lancé dans ce travail pour lequel j'en ai pris tellement sur la carafe là, que j'ai intitulé Après le livre. Le rouleau, il va faire quelle longueur quand Lucrèce, le De Natura Rerum, c'est tome 1, tome 2, etc. et qu'on rajoute le numéro là du tome sur le petit bouchon qu'on met en haut de l'étui dans lequel on glisse le rouleau et que ça devient les premières métadonnées du livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 14. Et quelle longueur les rouleaux? La longueur là des bras? Non, c'est plus long que ce qu'on tient dans les bras. Et cette unité-là, ça va être le temps de lecture qui est le temps de jeu de la tragédie. Et ça, c'est les petits traités de Pascal Quignard qui nous emmènent là dans ces univers tellement mystérieux. Mais ces sophistications abstraites, par exemple, tenez encore un exemple, l'écriture juridique. Alors ce serait facile, un rouleau, vous le donnez un petit coup de cutter, le cutter il n'y en avait pas encore, mais enfin bon, ce qui tenait lieu de cutter chez ces gens-là, et puis vous intercalez une feuille, et bien vous rajoutez quelque chose au texte de loi. Donc le rouleau juridique s'écrit verticalement et non pas horizontalement. Quel mystère tout ça! Alors, à quel endroit, si on prend le De Natura Rerum de Lucrèce, ça joue sur l'écriture elle-même. Et ça, c'est tout. Dans le moment où intervient la lampe électrique, c'est curieux, quand on farfouille sur Gallica, les textes imprimés, allez, je dirais entre 1890 et 1910. Il y a très souvent des publicités dans les livres, surtout là au début du XXe siècle. Ces publicités, on voit sur des lampes à pétrole avec des belles trucs, mais c'est pour dire, au moins, la flamme garde l'esprit, anima, là, de ce qu'on lit. Si vous mettez une ampoule électrique, comment l'âme du livre peut survivre quand la lumière est égale et vient d'une ampoule électrique? Donc ces questions même là liées à la lumière, fabrication humaine, la question de est-ce qu'on griffe une écriture sur probablement qu'on peut. Je pense qu'on a tous de ces rêves où par exemple avec les ongles sur une page ou un cahier on peut arriver à ce que son propre sang vienne là nous donner des Rorschach mais que ce soit un bic avec sa petite pointe et puis le fait du petit bout mâchonné et puis que dans les supermarchés ils vous les vendent par paquet de 10, tiens, quelle étrangeté par rapport à ce qu'on peut aimer d'un stylo plume. Ouais, quelque part le poids d'un stylo plume, la tenue, le petit cal qu'on a là ici là au deuxième doigt et qui est perceptible chez quiconque s'en sert, et la qualité du papier. Walter Benjamin, très beau texte là-dessus. Est-ce qu'on est encore dans la fabrication humaine quand on confie sa gestation d'écriture à un outil aussi sophistiqué qu'un stylo-plume? Alors oui, parce que le stylo-plume, dans ses composants, il est de fabrication humaine. Mais alors, quand il s'agit de fabriquer un iPhone à Shenzhen, on sait bien, de temps en temps, on lit des articles, c'est pas très brillant sur le nombre d'heures travaillées. Et l'automatisation, l'automatisation dans un stylo-plume, elle est considérable. Et les questions d'automatisation, bien sûr, elles sont d'autant plus présentes que dans mon époque, on avait un fer à souder et puis on soudait des petits transistors sur des circuits imprimés. Mais quand vous avez 3 millions de transistors sur un fragment de quelques millimètres carrés, on est toujours dans des circuits avec des diodes et des transistors tant qu'on n'a pas fait le saut vers l'ordinateur quantique ou pourquoi pas l'ordinateur organique. Il y a plein de recherches qui sont dans ce
ce sens-là, et tant mieux. Mais est-ce que lorsqu'on implante 3 millions de transistors sur 4 mm² pour les circuits intégrés là, de nos appareils, et encore plus lorsqu'il s'agit des serveurs là, qui vont servir à ces calculs extrêmement puissants là, qu'on utilise pour ces moindres trucs d'intelligence artificielle, corps de la fabrication humaine, dans gérer, concevoir, vérifier, suivre à mesure l'implantation de ces transistors ultra miniaturisés. Mais est-ce que ça élimine l'instance de la fabrication humaine par le biais d'un outil? Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est une question de quantité? À quel degré de quantité dans son élaboration technologique l'outil échappe à ce qu'il avait de plus rudimentaire, par exemple dans la fabrication du rouleau avec colle végétale, colle animale et découpe, etc., ou le roseau taillé en oblique sur la tablette de glaise, elle-même devenue objet technologique quand on est passé du bâton à la tablette mince qui a cuit naturellement, qui s'est durci dans un moule là directement au sol par rapport à ce qu'est aujourd'hui la conception d'un laboratoire commandant ces petits robots là de technique qu'on utilise en médecine. Et qu'est-ce que ça galope l'invention là-dedans. Or, est-ce qu'on le dit pour la médecine? C'est-à-dire ces petits robots là qui sont tellement ces petites sondes ultra miniaturisées qui sont à taille de la cellule, ou qui vont dans le cerveau opérer une tumeur avec des logiciels de jeux vidéo par rapport à une image en 4D faite la veille, mais enfin, j'entre pas là dans ce... Est-ce qu'on dit qu'il s'agit d'un instrument qui échappe à la fabrication humaine? Non, le chirurgien joue même à distance avec une précision considérablement augmentée, mais l'informatique est le numérique, disons plutôt, est à son service dans une association entre la puissance logicielle dans la réalisation de l'imagerie, comme dans la robotisation, dans guider cette robotisation tellement miniaturisée, mais aussi encore la fabrication mécanique, machine à électro-érosion et ainsi de suite, qui va permettre de réaliser ces robots miniatures. Et c'est à la fois fascinant pour ce qui est de ces applications, mais c'est les mêmes applications qui servent sur les champs de bataille, et on est très vite renvoyé au destin humain. C'est ça en solution. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est pour nous du point de vue de nos disciplines? C'est-à-dire, évidemment, on peut générer du texte avec ces trucs d'intelligence artificielle. Simplement, nous, ça fait 40 ans que la génération automatique de texte, on travaille avec des choses qui, évidemment, étaient plus rudimentaires. Donc là encore, est-ce que le quantitatif de ce qui se passe en ce moment dans l'intelligence artificielle change? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est passionnant de suivre des recherches d'auteurs qui, justement, se servent même du côté fruste des outils de génération via intelligence artificielle pour fabriquer des espaces de texte qu'avec notre comprenette et nos raisonnements, on n'aurait pas pu développer. C'est pas un plus, c'est un ailleurs. Je pense à Philippe Boinard. Tu peux utiliser les logiciels comme Midjourney, DALL-E, etc. à fabriquer des images compte tenu que c'est, appelons ça intelligence artificielle pour simplifier, application générative je préfère, se sont entraînés
sur des dépôts gigantesques d'images existantes, et donc l'énoncé langagier qu'on leur propose, en se confrontant à cette mémoire qui n'est pas forcément mémoire des images, qui est, là encore, interprétation langagière qu'on peut faire de description d'images sur des corpus géants. Donc, vous produisez une description langagière, eux, de leur côté, ont analysé ce corpus en produisant des descriptions langagières, et la confrontation des deux univers linguistiques produit une réponse image. Cette réponse image, c'est vous ensuite qui en organisez la projection, la publication, le contexte, là encore, textuel que vous allez, qui va permettre d'en distordre la lecture. Quand je vois le travail des graveurs du XVIIIe siècle, c'est aussi fou. C'est-à-dire que la même folie que celle des graveurs au burin du XVIIIe siècle, et qu'est-ce que c'est passionnant, décale l'imaginaire ou induit l'imaginaire. Pourquoi? Tiens, il n'y a pas encore personne qui a appelé son serveur d'intelligence artificielle Robida, en hommage à Alfred Robida. Mais là, c'est la fabrication humaine qui est encore là, qui se décale en même temps qu'elle inclut de nouveaux outils. Toujours mon Philippe Boinard, l'autre jour, c'était ça la réflexion. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est un peu malheureux parce qu'à mesure que ces intelligences artificielles progressent, je dirais la réponse est plus sage. Oui, mais quand on travaille précisément sur le contraire, c'est-à-dire ceux qui élaborent ces modèles informatiques élaborent l'idée que la machine doit apprendre à ne pas délirer. Et nous, on apprend à ces machines, on force ces machines à entrer dans leur espace de délire. C'est-à-dire, là, Philippe Boinard travaillait sur des idées de comment on représente un corps. Et si je n'induis pas la machine à représenter un corps, mais représenter simplement les fonctions du corps, qu'est-ce qu'elle va inventer comme corps? Et à ce moment-là, le corps qui nous est l'image corps qui nous est proposée nous emmène plus loin, nous, dans notre lecture du je corps ou du moi corps. Et c'est encore là une expression qui ne peut s'analyser, ne se développer que par philosophie. Oui, que par le recours à la philosophie. Alors, est-ce que c'est passionnant? Est-ce que le danger, c'est qu'on s'en grise et qu'on se grise d'objets artistiques qui soient une régression par rapport à toute cette éducation qui est simplement le chemin humain? Mais le chemin humain, il a toujours aussi une limite, Je pensais par exemple à toutes ces réactions des traducteurs qui sont parfaitement justifiées. C'est-à-dire qu'on obtient avec des logiciels de traduction professionnelle, utilisant des serveurs d'intelligence artificielle, c'est-à-dire utilisant ces choses d'apprentissage, d'entraînement dans un quantitatif démultiplié. Oui, mais moi, par exemple, pour Lovecraft, ça me sert strictement à rien. C'est-à-dire si je n'en reste pas à mon processus artisanal d'aller chercher les mots, de construire mes bassins de mots, d'aller réfléchir au contexte d'écriture, d'aller regarder les questions de rythme, de ce qui est le hors-champ de la phrase, ce que la phrase laisse en suspens pour ne pas, pour que le récit continue de s'intensifier. Les outils d'intelligence artificielle donnent un résultat extrêmement médiocre. Par contre, dans la mesure où j'ai éduqué en moi ce jeu sur entre les différentes langues, en ce moment, j'utilise donc DeepL, qui est un logiciel basé sur ces techniques d'intelligence artificielle, et j'écris, moi, en français sur mon clavier, mais je regarde à l'écran ce qui s'écrit en anglais.
Et tout d'un coup, j'arrive à écrire de façon complexe en anglais. Et par contre, ce qui est éduqué en moi, c'est là, je comprends quand il perd les pédales ou qu'il n'a pas réussi à me suivre. C'est-à-dire que je reste encore dans une interprétation humaine, mais d'une écriture où je suis tout d'un coup dans une expression étrangère, enfin qui n'est pas ma langue. Vous voyez à peu près le topo. C'est-à-dire que tout d'un coup, je peux fabriquer du texte anglais, j'ai les moyens de dire oh là l'anglais c'est pas ce que je voulais, alors que je serais incapable d'écrire à ce niveau-là en anglais. Et ben ça me démultiplie. Et là depuis quelques mois, bah tiens il y a un personnage. J'ai inventé un auteur anglophone qui travaille pour moi et ça commence à faire des trucs. Est-ce que c'est intéressant ou pas en tant que tel? Est-ce que c'est condamnable ou pas en tant que tel? Évidemment, les éditeurs qui font des livres utilitaires en utilisant des techniques, en demandant à des traducteurs professionnels simplement d'essayer de réviser ce que sort au kilomètre la télé. Non, ça c'est pas intéressant, ça n'a aucun intérêt. Et je comprends complètement. Mais c'est la même chose pour l'image. On nous dit, par exemple, le logiciel Lightroom que j'utilise au quotidien. Maintenant, depuis quelque temps, on a une fonction suppression générative. C'est-à-dire, au lieu d'aller travailler à la main avec son tout petit carré qu'on bricole sur l'écran pour aller chercher les petites nuances de remplacement, eh bien, lui, il interprète et il peut à la fois supprimer, mais reconstruire. Si vous dites là, prolonge cette rue avec le même type d'habitation, bien, il va le développer. L'image est plus complexe. Est-ce qu'elle a une astreinte de réel? Quand je prends Gustave Le Gray, photographie de mer et de ciel, oui, mais je suis pas forcé de savoir que Le Gray photographiait des ciels, ensuite photographiait des mers, et dans sa chambre de développement collait des ciels sur des mers. Jamais Gustave Le Gray, grand inventeur de la photographie, ne s'est astreint à coller à ce qui est la réalité de l'image perçue de la mer, si cette expression veut dire quelque chose. Donc, label de fabrication humaine, aujourd'hui je ne saurais pas ce que c'est. Si c'est mon clavier Bluetooth, si c'est j'écris sur un écran ou j'écris au stylo plume. De toute façon, c'est des rouages et des superpositions de nappes. Fabrication humaine. Peut-être que justement c'est dans Gustave Le Gray qu'on aurait la solution. L'image de Gustave Le Gray est une image de fabrication humaine, alors que le prodige de cet homme, c'est d'avoir inventé des techniques de prise de vue, des techniques de développement, des sels et de la chimie qui sont l'intervention optique, mécanique, chimique, fabriquer un objet à partir de simplement l'illusion que c'est la même chose que lorsqu'on regarde la mer. Gustave Le Gray n'aurait pas passé l'épreuve du label fabrication humaine. Et pourtant, c'est des gens comme ça qu'on doit tout.